Je suis Olivier Morin, professeur de sciences de la vie et de la terre à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Lyon. Et je suis docteur en sciences de l'éducation. Je viens vous parler aujourd'hui de mon domaine de recherche qui a trait à l'éducation à la durabilité, avec une entrée dans les apprentissages des compétences qui s'appuie sur les questions socialement vives environnementales. Alors, les questions qui me sont posées à propos de cette approche sont les suivantes. Je vais lire la première question. En quoi le fait d'aborder des questions authentiques et d'actualité peut favoriser l'implication du public dans ces sujets? En quoi le fait d'aborder des questions d'actualité? C'est vrai que c'est assez perturbant dans l'enseignement de s'appuyer sur l'actualité parce que ça impose de renouveler les préparations de manière très, très rapide. Quelle est la valeur ajoutée? Eh bien, évidemment, la valeur ajoutée, c'est le sentiment par les personnes qu'on engage dans ces réflexions de ne pas cloisonner, de ne pas être dans une bulle universitaire ou scolaire, mais au contraire d'avoir un ancrage concret dans des situations qui peuvent être très, très compréhensibles à l'échelle locale, et surtout des questions qui sont socialement vives, et donc parce qu'elles sont vives, elles éveillent une curiosité, et elles sont vives du fait de lanceurs d'alerte, de groupes de citoyens militants engagés, et tout ceci, évidemment, favorise l'implication des personnes qu'on engage dans ce type d'activité. La deuxième question est pourquoi se polariser à ce point sur les questions controversées, sur les dissensus, alors que finalement la recherche de compromis donne aussi de bons résultats? Alors il est vrai que face aux problématiques environnementales, on espère quand même réussir à se mettre d'accord pour pouvoir agir. Donc, bien entendu, à un moment donné, il y a un accord négocié. Mais je pense qu'il est important en formation, donc je travaille à la formation d'enseignants, mais aussi dans l'enseignement, dans le secondaire, et j'ai de multiples expériences dans le secondaire, et aussi dans le primaire, puisqu'on commence à voir émerger ce type de dispositif. Je pense qu'il est important de ne pas faire croire, alors que peut-être on le fait, que les décisions politiques en matière d'environnement sont des consensus. Il ne s'agit pas de consensus. Ces décisions sont prises dans des situations tendues, avec des acteurs qui ne parlent pas toujours le même langage, qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts, qui n'ont pas toujours les mêmes valeurs. Et donc, ce sont des dissensions, ce sont des controverses qui traversent les problématiques. Et on a peut-être un peu trop tendance à donner une image de la science et des technosciences présentées comme des moyens de produire de la vérité ou des certitudes, alors que finalement, aborder ces questions-là, et dans la perspective de durabilité, c'est, à mon sens, aborder surtout la complexité et l'incertitude. C'est donc une forme de rapport au savoir, en fait, qui se joue. Et ces questions étant intimement liées aux technosciences, c'est en particulier du rapport aux sciences dont il s'agit. Alors, la troisième question est pourquoi faire produire des scénarios d'action à des groupes et en quoi cela permet de passer d'approches descriptives à une vision du monde différente? Effectivement, dans le dispositif que nous mettons en place, il s'agit de demander à des groupes de 4 à 6 personnes de se mettre d'accord sur des scénarios d'action, mais face à des situations. Alors, quand même, un exemple pour être un peu concret, le barrage de Sivens. Voilà, l'actualité de l'automne dernier. À un moment donné, il faut bien décider. Et la situation est particulièrement tendue. Cette année, c'était le barrage de Sivens. Bientôt, ce sera d'autres. Il y a eu les marées vertes en Bretagne. Enfin, on a de multiples situations comme ça qui sont authentiques, qui sont dans l'actualité. Et il ne s'agit pas simplement de les décrire et de se cacher derrière une espèce de cloisonnement des savoirs sans s'impliquer complètement. Travailler à 4, 5, 6 étudiants ou 6 lycéens pour négocier un scénario, négocier des solutions, essayer d'envisager les limites des solutions et des perspectives que l'on dessine, et aller au-delà, aller jusqu'à publier l'écrit négocié. Alors ceci, je crois, est une activité qui permet de passer à une vision prospective et aller donc se tourner vers le changement.
et considérer l'éducation comme un moyen de transformation sociale. Je pense que c'est là que l'éducation au développement durable rejoint l'éducation à la santé et sans doute aussi l'éducation aux médias, tout ça dans une perspective de citoyenneté engagée. Alors dans mon scénario, je demande cette rédaction d'écrit négocié, et la question qui m'est posée est: de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de mobiliser en fait des technologies nouvelles, les technologies du numérique, qui nous permettent, par exemple, Wikipédia en est un exemple, de publier sur le réseau web des articles écrits à plusieurs mains. Alors, nous travaillons là-dessus depuis maintenant 5 ans, donc nous avons fait travailler nos élèves et nos étudiants sur ce qu'on appelait des wikis, ça existe encore, mais très vite les étudiants passent à d'autres objets. En fait, on a de multiples serveurs qui maintenant, alors je ne vais pas faire de publicité, mais enfin on connaît tous le Drive ou les Frama quelque chose, Framapad, qui permettent d'écrire à plusieurs mains un texte. Alors les avantages sont que d'abord ce texte a un historique et que donc on peut le suivre, on peut revenir dessus. Lorsqu'on est auteur, on peut annuler la modification d'un co-auteur. Ce texte est publiable, ce texte est modifiable et surtout, ce texte oblige à être clair sur son argumentation. En écrivant un texte qui propose des actions, on est obligé d'argumenter ces solutions et l'explicitation amène d'abord à mieux se comprendre soi-même, ensuite à mieux comprendre les autres, à différer le jugement parfois sur le point de vue des autres, et puis à convaincre. Et donc c'est aussi une compétence importante, je pense, dans l'éducation à la durabilité, que de savoir s'engager et engager les autres dans une voie à laquelle on croit. La dernière question qui m'est posée est: vous semblez faire une place importante à l'approche interculturelle. Pourquoi? Qu'apporte-t-elle? Alors effectivement, il s'agit d'approche interculturelle, mais le mot interculturel est très polysémique. Donc peut-être qu'on peut définir la culture dont il s'agit. Je me rapporte à une définition de Claire Michalon qui dit que la culture, c'est finalement la solution trouvée par un groupe social face aux défis de son époque. Et donc la culture peut être pensée à tout un tas d'échelles. On peut avoir une culture d'établissement, on peut avoir une culture locale, on peut avoir une culture judéo-chrétienne, une culture occidentale. Et du coup, on peut aussi penser la culture, quand je suis avec des étudiants, en termes d'identité disciplinaire. Un futur prof de sciences n'a pas exactement les mêmes réponses culturelles qu'un futur prof, je ne sais pas moi, de langue. Et donc, les approches interculturelles de ces questions socialement vives, environnementales, dans une visée prospective, parce qu'on utilise le numérique, elles peuvent être faites à distance. Et j'ai, par exemple, fait travailler des Australiens avec des Toulousains et des Lyonnais sur ce type de questions. Et ce qui est extrêmement enrichissant, ce que la recherche a montré, puisqu'on avait les historiques et que chaque virgule et chaque modification des forums et des wikis a pu être tracée, on constate que le fait d'avoir, dans un premier temps, négocié un écrit collectif en étant entre personnes d'une culture relativement proche, et puis, dans un second temps, de constater qu'un autre groupe, ancré dans une autre culture, a une approche extrêmement différente, et passer de ce petit groupe à un plus grand groupe qui réunit les deux premiers, à ce moment-là, on rentre dans de l'interculturel et dans de la confrontation d'argumentation, qui justement amène, je crois, un regard critique. Et je pense que c'est une compétence importante quand on parle de citoyenneté éclairée, c'est être critique non pas seulement vis-à-vis des médias, mais aussi être critique vis-à-vis de sa propre expérience, vis-à-vis des normes sociales de son propre groupe d'appartenance. Et il apparaît que ce type de dispositif est un levier extraordinaire pour amener un questionnement, une réflexion sur les réponses, justement, qu'un groupe social peut apporter, des réponses qui sont culturelles et qui peuvent paraître, entre guillemets, normales. Mais normales pour qui? Normales pourquoi? Et qui décide que c'est normal? Et comment est-ce qu'on fait pour envisager peut-être des solutions alternatives? Je pense que ce dispositif d'approche interculturelle est extrêmement puissant. Il ne s'agit pas de considérer que l'autre a raison ou tort, il s'agit d'utiliser la pensée de l'autre
pour mieux expliciter la sienne et pour l'enrichir et aller vers un partage qui n'est pas forcément consensuel, parce qu'on peut avoir des positions différentes, mais au moins on a construit un raisonnement à propos de ses propres positionnements. Je vous remercie de votre attention.